Lorsqu'on survole la Bulgarie, un regard attentif découvre ça et là des petites collines. Sous ces collines, une culture oubliée sommeille depuis 2000 ans. Cette culture est une des plus anciennes d'Europe. Elle s'est développée pendant des millénaires. Elle a marqué la pensée, la philosophie et les arts de l'Antiquité. Son territoire s'est étendu de la mer Égée jusqu'en Ukraine, englobant une grande partie des Balkans et de l'Asie mineure. C'est l'univers des Thraces, un monde enfoui et méconnu. Depuis plus de 30 ans, les musées s'arrachent les collections des trésors thraces. Les figures expressives, l'iconographie complexe, les technologies sophistiquées, tout révèle une civilisation avancée. Ces objets évoquent un imaginaire et des mythes encore présents dans la culture européenne. Grâce à des fouilles archéologiques récentes, le monde des Thraces nous livre aujourd'hui ses secrets et son message. En Bulgarie, l'archéologie thrace est une jeune discipline. Longtemps, la situation politique a empêché des fouilles d'importance. Depuis 30 ans, les découvertes se succèdent et tout un monde enfoui émerge du silence. L'archéologue bulgare Georgi Kitov a consacré sa vie à la découverte des vestiges et des énigmes thraces. Cet archéologue intuitif a la chance de son côté. Il dit en riant « Les rois thraces m'ont choisi pour découvrir leurs tombeaux ». Kitov a fouillé plusieurs tumuli, mais le mont Chevelu, en bulgare le tumulus Kosmatka, lui a réservé la plus grande surprise de sa carrière. À l'automne 2004, Kitov et son équipe tentent de pénétrer dans ce tumulus. Après avoir commencé les fouilles vers l'entrée du temple, nous sommes tombés sur un énorme tas de pierres. En le déblayant, nous avons trouvé une pierre solidement ancrée dans le sol. Elle avait une forme ovale et nous l'avons appelée la pierre ronde. On n'arrivait pas à la dégager. Et là, notre détecteur de métal s'est emballé. Il devait donc y avoir du métal sous la pierre. Nous avons essayé de la déplacer, mais elle ne bougeait pas. En la nettoyant avec la brosse, la pierre ronde a peu à peu dévoilé des boucles, des sourcils, des yeux, un nez. Les fouilles commencent par une découverte insolite. Une tête en bronze est enterrée sous un énorme amoncellement de pierres. Cette révélation n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'archéologie thrace. Sept mètres plus loin dans ce tumulus, les archéologues dégagent un couloir rempli de terre et de pierres. Il mène à une entrée murée. La sépulture est impressionnante par ses dimensions et son architecture. Elle est constituée d'un long couloir suivi de 3 pièces en enfilade. Entre les pierres qui bloquaient la porte, sous la lumière de la torche, nous avons vu des centaines d'étincelles dorées et un cercle jaune. C'est une couronne avec des branches. Ah, c'est incroyable. Les diverses protections ont bien joué leur rôle. Le tombeau est intact. Sous une épaisse couche de poussière apparaissent les armes d'un guerrier. Un casque. Des jambières.
des lances rongées par la rouille. Des récipients de libation. Une couronne. Au total, 130 objets ayant traversé plus de 2 millénaires. La richesse du tombeau évoque un personnage important, mais c'est surtout la disposition des objets qui intrigue Kitov. Donc ici étaient déposés les objets. Beaucoup de ce côté-ci et de ce côté-là. Mais au centre, il n'y avait rien. Et rien non plus sur le lit mortuaire. Ici, il y avait un morceau de la porte en marbre avec le visage du dieu de la nuit et de la mort. Et la couronne en or était déposée dessus. Ces branches étaient arrachées et dispersées par terre. Et il y en avait aussi dans ces 3 amphores, rangées près du mur. À qui est dédié ce tombeau énigmatique? Cette tête splendide est un des rares bronzes antiques qui nous soit parvenu. Mais pourquoi était-elle enterrée devant l'entrée d'une sépulture? Vers quel monde inconnu nous mènent ces rites mystérieux? Les objets du défunt sont extrêmement raffinés. Les jambières, les armes, l'épée à tête d'aigle. Toute offrande réunie, la tombe contient plus d'1 kilo d'or. La délicate couronne restaurée à partir des branches retrouvées est la plus riche jamais trouvée en traces. Tout évoque un personnage royal. Mais l'expertise du casque a révélé une information sensationnelle. Pour la première fois, un tombeau livre un nom. La grande découverte, c'était cette inscription, ces 5 lettres à l'avant du casque. Seutu, ce qui signifie Sotès en grec ancien. C'était la preuve incontestable que le tombeau était celui du roi Sotès. Cette nouvelle découverte est vraiment très impressionnante. Les traits sont tellement caractéristiques que je me rappelle en Grèce, quand nous avons vu les premières photos, avant qu'il soit question de ces inscriptions qui confirment le nom de la personne représentée, on a tout de suite ouvert le livre des monnaies et on s'est dit, mais ça, c'est le profil du roi Sotès. C'était frappant, la ressemblance est frappante. Ce regard n'est pas facile à reproduire, tout comme le visage de Sotès d'ailleurs. C'est un personnage très complexe. Les traits sont irréguliers, comme si sa figure avait subi des contusions, surtout le côté droit. Si on regarde l'original, on remarque que chaque boucle a été fendue et rivée séparément sur la nuque. Une manière de le rendre plus beau que ce qu'il était. Une expression de vanité en quelque sorte. Ce que je pense de lui, qu'il n'était pas quelqu'un de très bon. Il paraît à la fois noble et autoritaire, et il impose le respect. C'est ce que devaient penser tous ceux qui l'ont combattu. Sotès règne à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Pourtant, différents éléments dans son tombeau témoignent de la survivance d'un monde plus archaïque. Homère, dans l'Iliade, livre la première évocation des ancêtres de Sotès qui participent à la guerre de Troie. La trace aurait-elle conservé sa culture inchangée pendant 1000 ans?
Voici les traces. Derniers arrivés au bout de nos lignes. Le souverain Rhésos s'y trouve. Je n'ai jamais vu de chevaux plus grands que les siens, ni plus nobles. Ils sont semblables au vent pour la course et plus blancs que la neige. L'or et l'argent décorent son char de 1000 diaprures. Il possède des armes d'or, visions merveilleuses, armes géantes, dont le port convient peu à un homme né mortel, mais plutôt à un dieu d'éternelle naissance. D'où proviennent les objets précieux décrits dans l'Iliade et retrouvés dans les tombeaux? C'est que le sol thrace était riche en minerais d'or et d'argent. Ces artisans étaient passés maîtres dans l'extraction et le travail des métaux précieux. Dans une mine comme celle-ci, travaillaient entre 1000 et 2000 personnes. Ceutès était descendant des rois Odrys, qui régnaient sur la plus grande des tribus thraces. Ses ancêtres possédaient des fortunes immenses. L'historien grec Diodore parle d'un revenu annuel de 1000 talents d'or, une somme énorme, c'est-à-dire le double de celui d'Athènes. Les rois Odrys sont les premiers à frapper monnaie à leur effigie. C'est presque 100 ans avant Alexandre le Grand. En même temps, les rois Odrys sont les premiers à introduire le symbole dynastique. Le père introduit un symbole sur ses monnaies. Ce symbole est repris par son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. C'est l'équivalent du blason contemporain. Les autres États l'ont adopté 1000 ans plus tard. S'il faut situer cette personne et cette trouvaille dans le temps, on se trouve à la fin du IVe siècle, qui est aussi la fin d'une période pour la Thrace. Une période qui a commencé à partir du moment que les conquêtes de Philippe de Macédoine ont aboli la royauté thrace et ont créé une province, disons, du royaume de Macédoine, régi par un stratège macédonien. Alexandre le Grand poursuit les conquêtes de son père Philippe. Il réunit l'Orient et l'Occident et provoque la première globalisation politique et culturelle. À la mort d'Alexandre, la Thrace revient à Lysimaque, un de ses stratèges. C'est à ce moment que Ceutès apparaît sur la scène historique. L'énorme production de monnaie de Ceutès prouve qu'il était un souverain indépendant. Ceutès s'est battu contre le puissant monarque hellénistique Lysimaque. Lysimaque avait le titre de roi de Thrace. Mais en réalité, il ne contrôlait que les villes du littoral. À 2 reprises, ils se sont confrontés sans que l'on connaisse l'issue des batailles. Mais nous savons qu'à ce moment, Lysimaque a épousé une princesse thrace, peut-être la fille de Ceutès. À partir de là, sur les monnaies de Ceutès, apparaît une couronne d'épis que nous retrouvons aussi sur les monnaies de Lysimaque. Ce sont les premières monnaies sans symbole guerrier, probablement suite à un accord de paix par lequel Lysimaque a dû reconnaître la souveraineté de Ceutès. D'autres informations précieuses sur le règne de Ceutès sont englouties par ce barrage, la première grande construction de la Bulgarie communiste. Durant les travaux, les ouvriers mettent à jour les vestiges d'une grande ville thrace. J'ai du mal à m'orienter maintenant, mais c'était là-bas, près de cette forêt. Nous avons cru que le barrage prendrait plus de temps pour se remplir. Nous avons travaillé jusqu'à la dernière minute pour récupérer le maximum d'objets. Et une nuit, il a plu des torrents d'eau. Lorsque je suis venue le matin, l'eau avait pénétré dans les fondations pour atteindre le niveau de la rivière Tunja. C'était très dur. Je me suis évanouie pour la première fois de ma vie.
Dans une boucle de la rivière Tunja, dans la région de Kazanlak, après 7 ans de recherche, les archéologues ont exhumé les vestiges de Setopolis. Cetès et Lysimaque ont probablement dû conclure un accord de paix. Suite à quoi, à ce moment-là, Cetès a bâti sa capitale. Elle a été construite très vite, comme c'était l'usage, sur ordre du roi lui-même, avec un décret royal. C'était la maison numéro 5, de style Pastaden. La superficie des maisons était assez grande, 350 à 400 mètres carrés. Il y avait une baignoire, donc l'hygiène était d'un bon niveau. On a retrouvé des canalisations et tout un système de distribution d'eau. Dans la partie la plus haute de la ville, on a découvert les vestiges d'une forteresse intérieure séparée des quartiers résidentiels. Ici s'élevait un énorme palais à la fois temple et résidence royale, d'une superficie de 40 mètres sur 20 mètres. Dans une des salles du temple-palais, on a trouvé une stèle en pierre, avec une inscription en grec ancien. Cette inscription représente une découverte majeure. C'est un décret royal qui révèle le nom de Cetès comme fondateur de la cité. Elle a été retrouvée juste avant l'engloutissement du site. L'inscription dit qu'une des copies doit être déposée dans le temple des grands dieux de Samothrace. Le fait que ce temple se trouve dans le palais royal nous donne la conviction que les grands dieux de Samothrace étaient le culte dynastique, la religion de la famille royale. C'est un des plus grands cultes de l'époque. Il vient de l'île de Samothrace. Le culte des grands dieux de Samothrace était très vénéré. La stèle du temple indique que le grec était l'écriture officielle à Setopolis. Elle laisse à penser qu'à cette époque, les Thraces n'écrivaient plus leur langue. Mais une découverte récente sur l'île de Samothrace relance cette question. Les archéologues ont trouvé dans les fondations des temples plus de 220 inscriptions thraces. Samothrace, les auteurs anciens nous le disent, était une terre thrace. On sait qu'il y avait une tribu dont on nous donne même le nom, c'est les Saioi. Alors les Grecs colonisent Samothrace et essaiment sur le continent en créant un certain nombre de colonies. Jusqu'ici, le témoignage le plus tardif concernant l'usage de Thrace, c'était le témoignage de Diodore de Sicile, qui nous disait que le thrace était encore une langue liturgique utilisée par les prêtres des Kabyres, etc. Mais les inscriptions ont cet avantage d'être des documents directement livrés par les producteurs. Nous sommes sûrs de notre affaire. On a trouvé 3 pierres. 2 de ces pierres sont écrites entièrement en thrace. La 3e est extrêmement intéressante parce que c'est une pierre bilingue. On a les 4 ou 5 dernières lignes d'un décret grec, d'un décret public. Et tout de suite en dessous, on a un long document thrace. Ça signifie qu'au IVe siècle encore, le thrace pouvait encore apparaître sur la place publique d'une cité réputée grecque. Pourquoi, à la même époque, dans le palais de Cetès, écrivait-on en grec? Sans doute un effet de la globalisation culturelle. Cetès est un souverain ambitieux. Il se veut moderne, à l'image des rois hellénistiques de l'époque. Il construit sa ville d'après les plans des cités grecques, avec de larges rues droites et une répartition par quartier. Sa tête de bronze est remarquable par la force de son expression. Elle évoque l'école de Lysippe, statuaire d'Alexandre le Grand. Ironie de l'histoire,
aucune sculpture en bronze d'Alexandre n'a été retrouvée, alors que celle de Cétès, le roi méconnu, nous regarde. La découverte de la tête a redonné de l'éclat à un vestige trouvé à Setopolis. Ce socle était placé devant le palais royal. D'après les indices, il a supporté une statue en bronze d'un personnage en pied. Les proportions correspondent à celles de la tête de Cétès. De plus, les fragments d'une inscription semblent confirmer son nom. Mais pourquoi a-t-on coupé la tête de la statue du fondateur de la cité? Acte de vengeance politique? L'analyse du tombeau rend cette hypothèse improbable. Cétès a laissé des signes contradictoires. Il a construit une cité moderne, fait appel à des artistes novateurs. Par contre, sa sépulture reste très archaïque. Mais il n'est pas décoré. Il semble, non? Il n'a aucune décoration. Non. C'est une construction absolument extraordinaire. C'est curieux. Oui, ici il manque quelque chose. Absolument extraordinaire. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il existe des tombeaux du type macédonien connus, mais pas de ces dimensions-là. Même le tombeau de Philippe, c'est la moitié de ça. Mais ce n'est pas un monument pharaonique. Ici, on se trouve devant un monument presque pharaonique. Le tombeau de Cétès est construit en granit, alors qu'un matériau de construction plus maniable venait d'être inventé à Setopolis. Voici une innovation qui n'est connue à cette époque ni dans le reste des Balkans, ni ailleurs dans le monde antique. Contrairement à la terre crue utilisée pour les maisons d'habitation, il fabrique ici, à Setopolis, la brique cuite. Ces briques sont utilisées exclusivement pour la construction des tombeaux. Leur particularité est que certaines briques sont arrondies. C'est le résultat de calculs complexes. La courbe du bord extérieur est plus longue que celle du bord intérieur. Et mises côte à côte, elles forment une voûte. Ces briques ont été inventées dans les ateliers de Cétès. Pourquoi a-t-il fait un autre choix? Derrière l'envie d'innovation, on devine un personnage complexe, contradictoire et fidèle aux traditions. Avant la récente découverte de sa sépulture, les historiens pensaient qu'il avait été enterré dans un tombeau voisin, celui de Kazanlak. C'est une construction en briques plus moderne, dont les fresques correspondaient davantage à l'esprit de la ville. Les archéologues avaient associé ces scènes de combat à la bataille décisive de Cétès contre Lysimaque, le Macédonien. Pour les Thraces, la mort est le moment le plus important de la vie. L'historien grec Hérodote en témoigne. Ils enterrent leurs défunts avec la plus grande joie. Ils énumèrent les malheurs auxquels il a échappé et le félicitent d'aller au pays du bonheur. Une inscription fragmentaire a longtemps intrigué les historiens. Il m'a fallu des mois pour déchiffrer les lettres. J'ai réalisé avec surprise qu'il y avait deux inscriptions. L'inscription principale est d'une plus grande importance politique. Elle signifie « Roïgos, fils de Cétès ». Il est évident que Roïgos avait gouverné un État puissant, avec des traditions solides. C'était un État florissant. Il semble qu'à Setopolis, il y avait beaucoup d'ateliers et un vivier d'artistes, d'architectes, de décorateurs, de sculpteurs, de peintres, de musiciens.
скулптори и художници, музиканти и фактически тук е представена галерията от образци. Nous voyons ici toute une galerie de personnages de la cour de Roygos. Може да предполагаме, че Et je suppose que la cour de Cétès ressemblait aussi à ça. в двора на неговия баща Сефт III. La seconde inscription comporte des lettres 3 à 4 fois plus petites. Elle signifie « Kotsimases a dessiné ». C'est le nom du peintre qui a réalisé ces fresques exceptionnelles. Le peintre était Thrace, comme le prouve son nom. Et il a probablement étudié dans un des grands ateliers grecs de l'époque. Nous avons ici, dans ce tombeau, la première signature conservée d'un peintre de l'Europe antique. Il l'a apposée sur ce mur, dont les fresques étaient l'apogée, le couronnement de son œuvre. Les archéologues ont eu la chance exceptionnelle de trouver la même signature dans un autre tombeau, celui d'Alexandrovo. Sur le mur central de la chambre funéraire figure le même nom, Kodzimases, accompagné du surnom Krestos, le meilleur. Plus extraordinaire encore, son autoportrait apparaît sous la signature. Il s'agit du seul autoportrait connu d'un peintre de l'Antiquité. Kodzimases paraît très jeune. Il a dû réaliser ses fresques au début de sa carrière, probablement 20 à 30 ans avant le tombeau du fils de Cétès. Quel changement radical en une période si courte. La différence de style et de thématique est frappante. Ici, l'iconographie est beaucoup plus archaïque. La mort est représentée par des scènes de chasse et de sacrifice. Ces fresques choquent par leurs détails réalistes. Un personnage nu mène la chasse. Il lève le labris, une hache sacrée, au-dessus de sa tête. Il ne correspond à aucun critère de beauté de l'Antiquité et n'a aucun équivalent dans l'iconographie de l'époque. Chaque fois qu'on visite un tombeau, la première impression est la surprise. La surprise parce que dans chaque tombeau, on voit de nouvelles idées. Certains sont peints, d'autres non. Certains comportent un type de couloir, d'autres un type de couloir différent. Tout indique l'intention de répondre d'une façon concrète à la vie concrète du défunt. Tout cela me paraît fascinant, car cela veut dire qu'il y a une culture de l'individualité, de la singularité, de la personne. Il n'existe pas de modèle appliqué mécaniquement. Pour chaque cas, on crée une solution nouvelle. Comme si, devant la singularité du défunt, on voulait donner une réponse singulière. Les 70 tombeaux trouvés en Thrace sont tous différents et correspondent probablement à la personnalité des défunts. Mais quelle information révèlent les rites funéraires? Lors de la première étape de l'enterrement, ils ont dû sacrifier un cheval. Nous l'avons retrouvé ici, dans ce couloir. Cela s'est passé juste avant que l'entrée soit murée.
Ces portes ont été brisées. Ce n'est pas un accident, ils l'ont fait délibérément. Un des morceaux de la porte, celui-ci, était placé dans la chambre mortuaire avec la couronne en or dessus. Les autres morceaux étaient utilisés pour murer les entrées. Sur le relief du dieu de la mort, sur le morceau de la porte, se trouvait la couronne royale, comme si elle couronnait la tête de ce dieu. Cette disposition symbolisait une relation entre le roi, le dieu de la mort, et les rayons de soleil de la couronne. La couronne de Cétès est en branche de chêne, un très ancien symbole de l'immortalité. Mais pourquoi cette couronne a-t-elle été déchirée et éparpillée dans le tombeau? Dans d'autres tombeaux, Kitov a trouvé des pratiques similaires, des objets rituellement mis en morceaux et enterrés à des endroits différents. Les jambières sont parmi les objets qui représentent le défunt. Celles de Cétès sont en bronze. Il les a sans doute portées au combat. Elles sont déposées ensemble, alors que d'habitude, les archéologues trouvent une seule jambière en argent doré. Les objets de l'enterrement font partie d'un langage codé et les codes sont parfois très sophistiqués, comme le prouve cette jambière, trouvée seule dans un autre tombeau. Je vois quelque chose que je n'avais pas remarqué sur la jambière. Viens voir le procédé de fabrication. Regarde. Ici, c'est une colonne vertébrale. Le scanner l'a révélée, mais elle n'est pas visible à l'œil nu. Tu vois ici, sur cette ligne centrale, il y a des vertèbres. Cette colonne vertébrale cachée à l'intérieur de la jambière défie les technologies modernes. Pour la façonner, l'orfèvre devait connaître la nature des métaux, savoir comment changer leur structure et enfin imaginer un procédé subtil pour la rendre invisible. Regarde la ligne centrale, en surface. La corrosion a attaqué le métal. On voit à l'intérieur de la jambière, mais malgré tout, on n'aperçoit toujours pas ces vertèbres. Elles restent invisibles. Les artisans étaient probablement plus que des exécutants hors pair. Ils étaient aussi des initiés qui transposaient les symboles dans l'ornementation des objets. Le langage visuel de cette jambière est aussi complexe que son procédé de fabrication. Il met en scène le roi dans différentes fonctions: la chasse, les sacrifices, les libations. Assis sur son trône sous la protection de la déesse, il tient un fuseau, symbolisant l'univers en mouvement et l'immortalité, comme la couronne retrouvée chez Cétès. Les données que nous avons pointent deux caractéristiques marquantes: l'aristocratie ou le pouvoir et la mort. La mémoire que les traces ont voulu laisser d'eux-mêmes est donc associée au pouvoir et à la mort. Mais ce n'est pas une mort qui se termine ici. Car si la mort était une porte qui se ferme, il ne faudrait pas la célébrer de manière aussi singulière et magnifique. La mort, on dirait que c'est une porte qui s'ouvre. Qui s'ouvre, mais je ne sais pas pour qui. Pour l'aristocratie ou pour tout le monde? Je ne sais pas. Pour les meilleurs? Les anciens étaient impressionnés par le rapport singulier que les traces entretenaient avec la mort. Ils parlent de niches et de portes creusées dans les rochers par lesquelles leurs âmes entraient et sortaient de l'au-delà. Certains défunts devenaient des anthropodémons, c'est-à-dire des immortels, des messagers entre les hommes et les dieux. Le sanctuaire de Tatul témoigne de cette croyance ancienne. Оказва се, че край тази изсечена бронзовата епоха, във второ хилядолетие преди Христа, скална пирамида,
Nous avons découvert qu'autour de cette pyramide, taillée dans le rocher au 2e millénaire avant Jésus-Christ, s'est développé un grand espace sacré. Nous avons mis à jour 35 autels de glaise. On y faisait des sacrifices dédiés à un roi thrace divinisé. Il s'agit du plus ancien Hérone découvert dans les montagnes des Rhodopes. Les Hérones sont des sanctuaires dans lesquels les Thraces enterraient leurs rois. Après la mort, ils devenaient des demi-dieux, des immortels qui protégeaient les hommes. Et ces sanctuaires devenaient des lieux de pèlerinage. La sépulture de Cétès est une autre forme d'Hérone, lieu habité par un roi immortel. Kitov a observé des marques qui témoignent d'une longue utilisation du lieu avant sa fermeture définitive. La porte pouvait se fermer et on la verrouillait de l'intérieur avec des barres de fer. Nous l'avons constaté à d'autres endroits. Et pour nous, il s'agit bien d'un temple, ce que certains collègues contestent. Mais regardez cette ouverture-ci. Et cette ouverture-là. Et puis celle-ci aussi. Donc, à un moment, les participants des cérémonies religieuses voulaient être seuls. L'orphisme était un culte secret. Il était réservé à l'entourage du roi, quelques aristocrates de haut rang, pas plus d'une douzaine de personnes. Dévoiler les secrets de l'orphisme était puni de la peine de mort, et c'est pour ça que nous en savons si peu. Les Grecs ont donné à ces anciennes croyances dans l'immortalité le nom d'orphisme, inspiré du mythe d'Orphée. Orphée était un roi thrace qui, grâce à sa musique, pouvait capter les forces de la nature et communiquer avec les dieux. Il meurt démembré par les Bacchantes, prêtresses de Dionysos. Et les adeptes de l'orphisme reproduiraient symboliquement cette mise en pièces. D'après la légende, les femmes ont tué Orphée parce qu'il initiait seulement les hommes lors de cérémonies secrètes. Donc elles l'ont tué pour récupérer les hommes. Les dieux les ont punis. Ils ont envoyé la famine et la sécheresse. Alors les femmes se sont précipitées pour trouver les morceaux du corps d'Orphée afin de les recoller et de le ressusciter. Elles n'ont trouvé que sa tête, qui flottait dans une rivière et continuait à chanter. Elles ont enterré la tête dans un énorme tumulus. Ce lieu était proclamé Hérone, lieu sacré. On y faisait des célébrations et des libations. D'après cette légende, racontée par Conone, un écrivain antique, je crois que cette tête a été enterrée rituellement à cet endroit. D'après la situation dans laquelle on l'a trouvée, la tête a été enterrée rituellement. Et ça nous fait directement penser aux têtes coupées qu'on retrouve dans l'Antiquité. Selon les sources littéraires, les oracles aux têtes coupées étaient fréquents en Grèce, chez les Étrusques et ailleurs. Nous sommes devant un rituel.
La tête a été enterrée afin de pouvoir l'interroger et probablement répondre aux questions concernant l'au-delà. Ensuite, il devait y avoir une personne chargée d'interpréter ce que disait la tête du roi. Lorsque l'on contemple cette tête, la bouche et la lèvre inférieure sont légèrement inclinées. Cela représente un moment, un instant capté. Cela montre ce qu'elle est en train de faire. Et que fait cette tête? Qu'est-ce qu'elle fait? D'après la position de la bouche, cette tête parle et dit des choses. Donc, de mon point de vue, j'imagine que cela pourrait représenter le moment où l'oracle s'exprime. Il annonce un message à quelqu'un. Les habitants de Setopolis cherchaient-ils à s'assurer la protection du puissant Seutès, fondateur de la ville auprès des dieux? Et comment les Thraces imaginaient-ils ces dieux? Hérodote témoigne. Lorsque le ciel envoie des éclairs et des tonnerres, ils lancent vers lui leurs flèches et le menacent, parce qu'ils ne reconnaissent pas sa toute-puissance. Dans l'orfèvrerie thrace, le Dieu n'est pas idéalisé. Il n'est pas beau, parfait ni raffiné. L'important, c'est l'existence de ce Dieu, et non pas son apparence. Il n'y a pas d'idéalisation. Le Thrace portait Dieu en lui, dans son âme, et non pas comme une image ou comme une icône qu'il adorait et priait. On interprète les plaques du trésor de Letnitsa comme les étapes d'une initiation à l'immortalité. Aucun auteur n'a osé en révéler les secrets, mais ils évoquent une transformation intérieure et comparent l'initié à un chien-loup solitaire. Ici, le roi porte une jambière sacrée. Derrière son dos, on retrouve les têtes coupées. L'initiation était longue. Elle comportait différentes épreuves et plusieurs niveaux hiérarchiques. La grande initiation des rois prêtres durait toute leur vie. Les auteurs grecs décrivaient la Thrace comme la terre des cultes les plus mystérieux. Mais c'est Homère qui a laissé la plus belle image de cette croyance. À la fin de l'Iliade, Achille, héros des Grecs, organise les funérailles de son ami Patrocle, mort au combat, et appelle à l'aide les dieux thraces. Toute l'Iliade aboutit à ce bûcher extraordinaire construit pour Patrocle, une espèce de lit d'amour d'Achille pour son ami Patrocle. Et pour parvenir à l'embraser, il faut l'aide des dieux thraces. Et ces dieux, ce sont les vents qui vont venir attiser la flamme et permettre au bûcher de prendre. Et les vents ne vont pas cesser d'attiser la flamme jusqu'à ce que le bûcher soit entièrement consumé. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils repartiront vers la Thrace. Donc il y a là quand même l'idée que les vents thraces accompagnent le rite funéraire, lui permettent de s'accomplir, et peut-être comme ça à l'âme de Patrocle d'obtenir le repos auquel elle aspire. Les auteurs anciens témoignent que le culte de Dionysos serait étranger à la Grèce, s'introduisant tardivement depuis la Thrace ou de l'Asie mineure. Des sources historiques parlent d'un grand temple, le temple de Dionysos dans la montagne sacrée des Thraces, l'Hérodope. Ce sanctuaire a été recherché pendant plus de 100 ans. La géographie de Perpérec
la présence d'un gigantesque autel et de centaines de pressoirs à vin concourt à situer ici le temple de Dionysos. D'après Hérodote, il était aussi célèbre que celui d'Apollon à Delphes. Ici seraient venus Alexandre le Grand et Gai Auguste, père du premier empereur romain, afin de connaître leur destinée. Beaucoup de philosophes grecs étaient initiés au culte thrace, notamment Socrate. Selon moi, le séjour de Socrate en Thrace, au cours des campagnes militaires, a été décisif pour la formation de sa philosophie. Là-bas, Socrate a vécu une expérience d'extase mystique. Il est resté immobile durant des heures, en train de penser, concentré sur lui-même. Lorsqu'il rentre à Athènes, la première chose qu'il fait est de raconter une rencontre qui, selon moi, mérite d'être soulignée. Il dit avoir connu un médecin, pas un magicien ni un charlatan. Socrate dit qu'il a entendu de ce médecin, disciple de Zalmoxis, qu'on ne peut pas soigner une partie du corps malade si on ne soigne pas la totalité, le tout. Il faut traiter le tout pour soigner une partie. Et le tout de l'homme, c'est l'âme. L'âme n'est pas une partie séparée, c'est son ensemble, sa totalité, sa vie. L'idée de l'âme que reprend Socrate, on la retrouve uniquement chez Démocrite, qui est né en Thrace. J'ai appris cette incantation d'un des médecins thraces, disciple de Zalmoxis, qui, dit-on, rend les gens immortels. Il m'a dit, Zalmoxis, notre roi, atteste en sa qualité de Dieu qu'il ne faut pas entreprendre de guérir les yeux séparément de la tête séparément du corps, le corps séparément de l'âme. C'est la raison pour laquelle beaucoup de maladies échappent aux médecins grecs, car ils ne font pas attention au tout. Et c'est sur le tout qu'il faut se concentrer et qu'il faut soigner. Platon, Dialogue Charmide. Le nom Thrace vient de la nymphe Trakée, qui maîtrisait les secrets de la nature et pouvait guérir ou donner la mort. La Thrace jouait le rôle d'une zone de contact entre une pensée intuitive et une pensée rationnelle. Cette fusion féconde a nourri les œuvres des artistes et des philosophes grecs. Ainsi, elle a participé au fondement de notre culture. Platon accorde aux Thraces une place très importante. Il y a beaucoup d'éléments dans son œuvre qui le prouvent d'une manière ou d'une autre. Mais l'apparition la plus remarquable est au début de son dialogue le plus important. Une œuvre fondamentale de la culture européenne, de la culture occidentale, la République, la Polithéa de Platon. Socrate descend de la ville d'Athènes vers le Pirée, parce qu'il veut assister à la célébration nocturne d'une déesse thrace, Bendis. Mais il y a quelque chose de plus dans le livre. Dès le début, on nous dit que ce dialogue, la conversation entre Socrate et les autres personnages, se déroule lors d'un banquet en l'honneur de la déesse Bendis.
Donc, la République de Platon, ce dialogue si important, commence avec un banquet symbolique donné en l'honneur d'une déesse thrace. a una diosa tracia.